Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de Sony So What. Aujourd'hui, je reçois Michael Abitbol. Michael, bienvenue. Enchanté Sonia, ravi d'être avec toi sur le plateau, ça me fait plaisir. Je suis ravie. Il était temps qu'on se rencontre dans le monde réel et qu'on sorte du virtuel d'Instagram, n'est-ce pas ? Je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi je te le dis vraiment, tu vas exploser. C'est vrai ? Ouais. Bon, écoute. Je pense qu'il te faut 2-3 vraiment personnalités. Ouais. Et ça va le faire. Il n'y a D'accord. pas de raison. Tu es donc le fondateur du réseau immobilier Maurice Immobilier. Voilà. Et cofondateur aussi du groupe hôtelier Flandrin Patrimoine. Exactement. Je suis également cofondateur d'un groupe hôtelier qui aujourd'hui possède 4 établissements. Et donc voilà, on se développe, on est là pour essayer de faire évoluer les choses. D'accord. Alors sur le podcast, il y a un parti pris. Oui. C'est de toujours commencer par une citation célèbre pour illustrer mon invité. Et Oui. c'est aussi une manière d'introduire le sujet et la thématique aujourd'hui. Alors pour t'illustrer, j'ai choisi une citation célèbre de Warren Buffett, qui est très connu dans le monde de l'investissement. Donc cette phrase, je vais la sortir en anglais pour me faire kiffer, tu vois. Ouais, vas-y. The price is what you pay, the value is what you get. Ce qui veut dire, en d'autres termes, en mots bien franco-français, le prix est ce qu'on paye, la valeur est ce qu'on obtient. C'est magnifique. Est-ce que ça te parle ? Ouais. Ça me parle parce que c'est quelque chose d'important. Le prix, c'est un fait, mais la valeur, c'est quelque chose de plus important. Et on se rend réellement compte de la valeur au moment où on vend. Donc, quand tu achètes un bien, tu te rends compte de son prix lorsque tu l'achètes. Mais là où les malins vont pouvoir faire la différence, c'est de pouvoir se projeter sur quel prix on va pouvoir le sortir. Et il y a aujourd'hui plusieurs facteurs qui font la différence et qui te permettent aujourd'hui de pouvoir évaluer la sortie d'un produit à la vente. Donc, c'est quelque chose de très important. Et nous, en tant que professionnels, on a aujourd'hui cette projection de pouvoir savoir réellement à quel prix on peut prévoir une sortie de biens, que ce soit dans le commercial ou dans l'habitation. Donc, pour bien vendre, il faut d'abord bien acheter. Il faut d'abord bien acheter, avoir fait un vrai BP qui te permet de te rendre réellement compte si le produit est viable. Et après, ça te permet réellement de savoir si, à la sortie, on peut prévoir une sortie à un prix intéressant et donc une plus-value. Alors toi, tu fais partie de cette génération de jeunes entrepreneurs ? Alors, exactement. Moi, je fais partie surtout de la génération des jeunes entrepreneurs autodidactes, parce que j'ai arrêté les cours très jeune. J'ai arrêté l'école à l'âge de 16 ans. C'est pas que j'étais pas très doué dans les études, mais j'étais pas assez attentif pour pouvoir rester en place. J'ai toujours eu la bougeotte de vouloir bouger, parler aux gens, avoir cet esprit commercial et d'avoir ce Plutôt contact. terrain. Exactement. D'avoir le bon contact avec les gens. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai dit à mes parents, ça y est, je peux plus rester à l'école, d'être enfermé, d'être bloqué, ça me pesait. Et donc j'ai pris la décision d'arrêter très jeune. Donc j'ai démarré, j'ai fait des petits boulots à gauche à droite, du prêt-à-porter, j'ai fait de l'optique. Et je me suis rendu compte que tous ces métiers, ça me correspondait pas parce que j'avais besoin de m'émanciper, de sortir, de rencontrer des gens et d'avoir des journées qui se ressemblent pas. Et quand tu es dans des métiers un peu où tu es enfermé dans des boutiques et compagnie, ça me correspondait pas. Et comme j'ai une famille qui est assez branchée sur l'investissement immobilier depuis mon jeune âge, je me suis lancé dans l'immobilier en entendant mes parents, mes grands-parents parler d'immobilier. Et j'ai dit à mes parents, je me vois bien peut-être un jour faire carrière dans l'immobilier. Je trouve que c'est quelque chose qui correspond un peu à mon caractère. Donc, à l'âge de 18 ans, je suis rentré dans la vie active, sans études, sans diplôme. Je suis rentré dans une agence immobilière et j'ai démarré en bas de l'échelle. J'étais distributeur de tracts toute la journée. Je mettais des mailings dans les boîtes aux lettres. Je faisais les cafés à l'agence et j'ai appris le métier un peu sur le tas. D'accord. Et au bout de 7-8 mois, je me suis réellement rendu compte que pour évoluer dans ce métier, il fallait avoir un côté juridique, un côté théorie pour mettre en avant la pratique. Et donc, j'ai repris mes études en parallèle de ce que je faisais en pratique dans l'agence dans laquelle je travaillais dans le centre de Paris. Et j'ai démarré une alternance pour obtenir mon diplôme en BTS immobilier. Okay. Et donc, j'ai replongé un peu ma tête dans les études pour pouvoir me relancer et apprendre, disons, les bases du métier en théorie. Ce qui m'a permis de pouvoir tout simplement avancer dans le métier et pouvoir évoluer dans le métier. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Et quelle était pour toi la première vision du succès que tu avais ? Tu te projetais dans quoi ? Moi, le plus important, au début, c'est une revanche sur la vie.
Ah. C'était ton moteur. Depuis la maternelle, Mickaël, c'est un perturbateur. Mickaël, c'est compliqué. Mickaël, il n'arrive pas à tenir en place. Et puis, à un moment, je me suis posé des questions. Mes parents, j'ai eu une enfance, une scolarité très difficile. Donc, mes parents, ils ont eu beaucoup de mal avec moi. Et quand je suis rentré dans la vie active, je me suis dit, de toutes les façons, avant tout, j'aimerais aujourd'hui déjà prouver à ma famille et me prouver à moi-même que je suis capable de réussir pour montrer aux gens qu'on peut réussir par différentes voies, hormis les études. Et donc, je me suis forgé un caractère dur, un caractère persévérant, qui m'a permis de me battre peut-être plus que les autres, en travaillant plus que les autres, parce que j'avais besoin de me donner les moyens, et de me lancer à fond dans la vie active. D'accord. Et du coup, toi, tu as connu l'immobilier sur plusieurs axes. Moi, j'ai connu des crises, j'ai connu des hausses dans l'immobilier, j'ai connu plusieurs périodes, parce que aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai démarré l'immobilier, j'en avais 18, donc ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je fais de l'immobilier. Donc, j'ai vu pas mal de choses passer dans ce métier. Mais c'est quelque chose de passionnant. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je pourrais faire autre chose que de l'immobilier. Quand tu es dans l'immobilier, ça qui est important pour les gens, tu vis immobilier. Tu dors immobilier, tu parles immobilier le week-end, c'est quelque chose que tu as dans la peau. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que j'arrive peut-être à évoluer assez rapidement et qu'on a peut-être une petite success story dans nos agences. C'est parce que je fais mon travail avec passion. C'est passionnant, ça me tient à cœur et ça me fait vibrer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui peut-être la différence par rapport à des confrères dans le métier. C'est ce que je dis toujours, moi, à mes commerciaux, le plus important, c'est de faire son travail avec passion. Peu importe l'aspect financier, ce qui est important, c'est d'avoir la passion du métier. D'être animé par ce que tu fais. Oui. Quand tu te lèves le matin et que tu n'es pas passionné, tu ne peux pas être performant, tu ne peux pas être persévérant. Si tu te donnes les moyens d'avancer, d'évoluer et de travailler avec passion, d'avoir le sourire le matin, tu peux que prévoir de faire de belles choses. Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Mais la passion, c'est quelque chose de primordial pour réussir dans un métier. Et justement, te concernant, comment est née cette volonté de créer ton propre réseau ? Alors moi, quand j'ai démarré dans l'immobilier, j'étais dans la vie active. J'ai donc obtenu mon BTS immobilier, ce qui m'a permis de pouvoir ouvrir ma première agence. Et au début, par sécurité, j'ai décidé d'ouvrir des agences Orpi. Donc j'ai démarré, j'ai préféré prendre un réseau, c'était quelque chose qui me permettait d'avoir une visibilité. Tu as préféré un réseau déjà installé. Exactement. Pour te forger déjà une conviction. Ils avaient 1200 agences en France, tu travailles en sécurité. Ouais, c'est top niveau parce que tu travailles en sécurité, ils sont connus, tu arrives dans un appartement ou dans un bien, tu donnes la carte Orpi, c'est un réseau qui est reconnu dans toute la France. Tu as la sécurité des confrères qui sont à proximité, au cas où tu rentres pas d'appartement, de pouvoir vendre les leurs. Donc je me suis dit que c'était pas mal. J'ai donc ouvert ma première agence par le réseau Orpi. On a ouvert en janvier 2012, j'avais à l'époque 24 ans. Je me suis dit, allez, je vais me lancer dans la vie active et puis c'est le moment. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Ce qu'il faut, c'est, comme je le dis, c'est de la passion, de l'envie. Et j'avais fait le tour dans l'agence dans laquelle je travaillais, donc j'avais envie de me lancer. J'ai lancé Orpi, une agence, et j'ai vu qu'assez rapidement, on a pris une ascension, on a commencé à réaliser pas mal de transactions. Donc on en a ouvert une deuxième, une troisième, une quatrième. Et il est venu le moment où, en 2017-2018, je me posais des questions puisque j'avais plus le moyen de m'émanciper et plus le moyen de pouvoir me développer au sein du réseau parce que tous les emplacements étaient pris. Tu sentais que tu avais atteint un certain plafond. J'avais atteint la limite. Et quand tu sens que tu as atteint la limite, que les gens qui bossent avec toi, ils ne sont pas portés sur le digital comme toi tu penses, qu'ils ne voient pas les réseaux comme un facteur majeur pour la promotion et la publicité des agences, et qui travaillent avec une manière et une méthodologie plus à l'ancienne que ce que toi tu as envie de prétendre, j'ai été obligé de t'émanciper du et j'avais schéma. Plus le moyen d'ouvrir. Tout était fermé, il fallait que j'aille en dehors de Paris. Et moi, mon objectif, c'était pour pouvoir gérer mes équipes, d'avoir la possibilité de rester, d'avoir des agences qui sont l'une à proximité des autres. Donc, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus moyen d'ouvrir et que chaque fois que je proposais un emplacement, c'était automatiquement pris par un confrère,
je me suis dit, autant faire quelque chose à mon nom. Et voler de tes propres ailes. Et voler de mes propres ailes. J'étais en discorde sur certains points avec eux au niveau de la publicité, sur la manière dont ils fonctionnaient dans le mécanisme de travail et dans le mécanisme de vente. Donc je me suis dit, le meilleur moyen d'évoluer, c'est d'essayer de faire quelque chose qui me ressemble, quelque chose qui est à mon image, qui est à mon ADN. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas monter mon réseau ? Donc, ça a été une réflexion qui a pris du temps. J'ai réfléchi, j'ai pesé les pour et les contre. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait le faire. Voilà, j'ai senti, je me suis levé un matin, je me suis dit, voilà, ça y est. Je suis prêt. Je suis prêt. Moi, je suis de façon de nature fonceur. Rien ne m'arrête. C'est quoi comme signe astrologique ? Je suis balance. Pourtant, les balances, elles ne sont pas fonceuses. Oui, c'est plutôt stable. Je suis de nature fonceur. Je suis de nature où... Ça doit être ton ascendant, ça. Je sais pas si c'est mon ascendant, mais je suis de nature où rien ne m'arrête, où rien ne me fait peur. Et je me dis de toutes les façons, quand demain tu te rétames, c'est pas grave, t'apprends. Mais en fait, c'est aussi lié à un certain optimisme. Moi, j'ai toujours été très optimiste, je pense que c'est une nature aussi. Mais c'est pas ça, j'ai pas peur de l'échec. Je pense que l'échec rend plus fort. Et donc, tout le monde commet des erreurs. Dans un parcours professionnel, c'est important de le dire, on ne peut pas avoir un parcours où il n'y a que des réussites. Il y a des erreurs, mais pour moi, l'erreur te permet après d'évoluer et d'éviter de refaire cette erreur. Donc, moi, quand je parle avec des négociateurs ou quand je parle avec mes équipes, c'est pas parce qu'ils font des erreurs qu'il faut dramatiser la chose. Aujourd'hui, dans un parcours pro, il y a des réussites, il y a des erreurs. Oui, c'est pas linéaire. C'est la vie. La vie, c'est comme dans tout. Oui. Dans un couple, il y a des hauts et des bas. Dans un parcours professionnel, c'est la même chose. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, au bout d'un moment, je suis arrivé, je me voyais plus évoluer au sein de ce réseau, tout simplement pas parce que le réseau était pas bon. On performait, on travaillait très bien. Je pense que ça a été formateur aussi. Ça a été super formateur. Ils ont une méthodologie de travail qui est exceptionnelle, avec un logiciel en réseau qui est de qualité. Mais j'avais atteint mon objectif. Et je sentais que je pouvais plus évoluer. Non, je pense que ça a constitué pour toi une bonne école. Ça t'a appris beaucoup de choses. Exactement. Et après, à un moment donné, tu as senti que pour aller à l'étape d'après, il fallait t'émanciper et voler tes propres ailes. J'étais plafonné. Je me suis senti au bout d'un moment un peu étouffé. De ne pas pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir réfléchir, de ne pas pouvoir développer. Ça a été quelque chose qui m'a un peu gêné à moi perso par rapport à ma mentalité et mon caractère. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout simplement donner ma démission. C'est comme ça qu'on sort d'un réseau. Quand tu sors d'un réseau, par exemple, comme Orpi ou différents réseaux, grands réseaux franchisés français, qui sont quand même les mastodons de l'immobilier aujourd'hui, t'envoies un congé 6 mois avant la fin du contrat et ils te laissent 6 mois pour sortir. Donc, tout simplement... il y a un délai de prévenance. Exactement, il faut les prévenir quand tu démarres une année avant le 31 août et ils te laissent sortir fin décembre. Donc moi, j'étais dans les délais, j'ai décidé de sortir. Donc j'ai mis en place toute une stratégie avec du digital. J'ai créé un nom. Donc j'ai repris le nom de mon grand-père, voilà pourquoi Maurice, tout simplement, puisque j'avais une relation qui était fusionnelle avec mon grand-père. Et je me suis toujours dit que si un jour je montais ma propre boîte avec mon nom, je reprendrais son nom parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Maurice, on l'a un peu modernisé. Je voulais pas l'appeler trop Maurice à la française parce que ça faisait peut-être un peu trop cliché. On l'a modernisé et donc on a lancé Maurice, on a transformé les 4 agences Orpi qu'on avait. On les a transformés en Maurice avec pour objectif de développer la marque et pouvoir s'installer un peu partout dans Paris. D'accord. Donc en janvier 2019, il y avait les enseignes qui étaient parties, on a refait tout l'intérieur des agences, on a monté un site internet, on a créé une page digitale, on a créé de la publicité. Il y a des gens dans notre groupe qui nous ont quittés parce qu'ils voulaient la sécurité du grand réseau français. Et moi, je leur ai dit, celui qui veut rester et qui veut se développer avec nous... comme tout changement... c'est la vie. C'est la vie, il y a des gens qui sont restés. Ça leur fait peur et d'autres qui suivent. Et moi, j'ai des gens qui sont partis. De la vie, quoi. J'ai des gens qui sont restés, qui m'ont suivi, qui sont avec moi depuis le début. J'ai des gens qui sont venus parce qu'ils étaient un peu apeurés et trouvaient ça un peu trop cliché, les grands réseaux français. Et le fait d'avoir une marque un peu plus haut de gamme, ça leur a donné envie de venir et de présenter éventuellement des biens un peu plus haut de gamme. Donc ça nous a permis, janvier on s'est lancé, 2019, et là, boum d'un coup.
J'étais même étonné. Je ne m'attendais pas à aller aussi vite. Les premiers mois ont été fantastiques. On a clairement doublé, voire triplé le chiffre d'affaires qu'on faisait dans nos agences quand on était sous réseau, parce que ça nous permettait de pouvoir nous ouvrir à d'autres secteurs. Alors que quand tu es dans un grand réseau français, tu es traité sectorisé, tu n'as pas le droit de dépasser ton secteur. Là, j'étais vraiment plus sectorisé. Et de là, voilà, ouverture sur ouverture, de 2019, de mi-2019 à 2022, ouverture sur ouverture, on est passé de 4 à 20 agences. Donc on a monté 16 points de vente en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. On ouvrait tous les 2 mois. Il y a un moment, énorme. Même mes associés m'ont dit, mais attends, tu vas trop vite, va doucement, on peut pas... Même, c'était surtout une question de personnel. Une croissance rapide. Ça a été une croissance rapide. Ça a été une belle expérience parce que ça nous a permis de nous développer rapidement, donc de grossir très vite. Et donc, on a ouvert une agence dans pratiquement tous les secteurs de Paris. On était dans tous les arrondissements. Mon but, c'était d'essayer de couvrir la zone Paris et proche banlieue, puisque aujourd'hui, la proche banlieue, c'est extraordinaire. Et de là, voilà, quoi. Au bout de 20 agences, on a commencé un peu à consolider. On a commencé à essayer de se stabiliser, parce qu'on est passé de 25 négociateurs à 150, donc c'est une gestion qui est différente, c'est une manière de fonctionner qui est différente, parce que tu travailles en groupe, où tu as des responsables dans chaque agence, où tu discutes plus avec l'humain, les négociateurs au sein du groupe, mais tu discutes avec des responsables, où il y a des réunions en permanence dans chaque agence, où ton temps il est plus pris par ce que tu faisais au début, la transaction, toucher le client, avoir la fibre commerciale, mais par le management. Et on s'est lancé comme ça. Et on a beaucoup, beaucoup évolué. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais parce que ça a été une aventure exceptionnelle. C'est ce qui m'a permis, moi, ça m'a fait vibrer, de pouvoir me développer, de toujours avoir plein de projets dans la tête. C'est quelque chose, moi, qui est très important pour moi. C'est stimulant, oui. Ah, moi, c'est stimulant. Et puis moi, c'est... Des fois, j'ai ma mère qui me dit « t'es un éternel insatisfait », mais je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est une forme de mon caractère. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans la tête. Et c'est un quand projet je finis, ou quelque chose à faire. C'est un caractère. Attention, je dis pas des fois que c'est pas embêtant ou c'est pas chiant pour mon entourage, mais je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi. Quand je termine un projet, qu'il soit réussi ou pas, il faut que je me lance dans un autre projet. Il faut que j'ai quelque chose dans la tête, il faut que je pense à quelque chose, il faut que je réfléchisse, il faut que j'ai des calculs, il faut que je fasse un BP, il faut que je me donne les moyens parce que c'est quelque chose qui me stimule et c'est pas que le côté financier aujourd'hui. Non, c'est ça qui est important. La stimulation intellectuelle, d'apprendre, de rencontrer de nouvelles personnes. Exactement. Et de progresser. Exactement. D'avoir des projets, de me dire j'ai quelque chose de nouveau dans la tête et ça c'est quelque chose... Un nouveau challenge. Ouais, c'est quelque chose de très important. Et comment tu résumerais la philosophie du groupe Nous, on est un groupe familial parce qu'on s'est développé. J'ai fait rentrer toute ma famille dans le groupe. J'ai ma sœur qui bosse avec moi, j'ai mon beau-frère, j'ai mon frère. Donc, j'ai une philosophie où ça reste un groupe familial parce que j'ai ma famille et donc aujourd'hui, je me dois, par responsabilité, de me donner à fond pour faire évoluer ce groupe et le faire, essayer de le faire péter en ouvrant des agences peut-être à l'international ou en ouvrant des agences dans le sud de la France pour créer une synergie avec le marché de Paris, éventuellement en Normandie, parce qu'on a beaucoup de demandes de maisons en Normandie avec notre clientèle. T'as beaucoup de Parisiens qui s'installent. Ah bah oui, j'ai beaucoup de Parisiens qui recherchent à l'étranger, des pieds-à-terre, dans le sud, en Normandie. Ouais, donc... Le Covid aussi, ça a accéléré cette demande. Ah bah oui. Aujourd'hui, avec le Covid, les gens ont changé leur méthode de vie, ont changé leur méthode de fonctionner, et donc ça a fait évoluer les choses. Donc voilà, notre philosophie, c'est un groupe qui reste pour l'instant à taille humaine, où on a la gérance, mais c'est familial, cool, et je dirais à l'américaine. Quand je dis à l'américaine, c'est quoi ? C'est un peu start-up à l'américaine, où tout le monde peut parler avec tout le monde, il n'y a pas ce côté hiérarchie. Ah oui, c'est pas pyramidal. Non. C'est une hiérarchie assez toute flat. cette image de pyramide, c'est quelque chose qui me correspond pas et que j'ai pas envie de donner comme impulsion dans mes équipes. Voilà, mode start-up, que tout le monde puisse te parler, que tout le monde puisse avoir la possibilité d'échanger, qu'il y ait une bonne ambiance, parce que je pense que travailler dans de bonnes conditions avec une bonne ambiance, c'est quelque chose de très important pour performer. Et c'est ce que j'essaye d'inculquer en permanence à mes équipes, de travailler ensemble, de se donner les moyens, que quand il y en a un qui est dans le dur, on l'aide, on est là pour lui tendre la main, et de travailler en collectif.
et se donner les moyens de performer ensemble et pas individuellement. Et ça, c'est quelque chose de très important. On va en parler de ta vision du leadership et de l'entrepreneuriat. Ça, c'est très intéressant. Et comment tu as trouvé ce positionnement orienté chic et parisien à la fois? Quand j'ai ouvert un peu partout dans Paris, on a ouvert dans des quartiers un peu bobos, des quartiers plus chics comme l'Ouest parisien, on a ouvert dans le 16e, dans le 17e. Et donc, automatiquement, je me suis positionné, puisque nos agences étaient un peu plus haut de gamme en termes de prestations que les agences que j'avais auparavant, qui étaient les grands réseaux nationaux. Et donc, quand j'ai... automatiquement, je me suis positionné sur ce segment un peu sans le vouloir. Parce qu'on présentait des biens qui étaient un peu plus luxe que ce qu'on représentait auparavant. Et ce positionnement, il s'est fait naturellement. Quand on a eu des biens un peu plus haut de gamme qui sont rentrés en agence, qu'on les présentait d'une manière différente, en faisant des belles photos photographes, qu'on digitalisait avec des vidéos, qu'on a commencé à les mettre sur des réseaux sociaux, on a eu une nouvelle clientèle qui s'est positionnée et qui est venue nous voir pour nous donner nos biens. Pour nous donner leurs biens, pardon. Et donc, quand on a vu que ça touchait une clientèle un peu plus haut de gamme, on a ouvert tout simplement cette branche de pouvoir commencer à toucher à l'immobilier de prestige. Et c'est quelque chose aujourd'hui de très important, puisque ça représente une part importante aujourd'hui dans nos agences. Donc tu considères que la digitalisation, c'est aujourd'hui de façon... Ça a été une clé? C'est simple, il y a quelque chose d'important. Tous les gens, que ce soit dans l'immobilier ou dans différents métiers, qui ne vont pas prendre le tournant de la digitalisation, sont des entreprises terminées d'ici 3 ans, à mon sens. Parce qu'aujourd'hui, tout se fait avec les réseaux sociaux, tout se fait avec l'IA, tout se fait avec ChatGPT, et tous les gens qui ne vont pas prendre ce tournant, que ce soit dans l'immobilier ou dans différents domaines... Ils sont amenés à disparaître. C'est malheureux, parce qu'il faut aujourd'hui se repositionner. C'est difficile quand tu as une entreprise depuis une 30aine d'années, que tu as un chef d'entreprise à la tête qui a 60 ans, et tu lui dis aujourd'hui, il faut travailler, il faut faire des vidéos sur les réseaux sociaux, il faut présenter ton appartement d'une manière différente, que l'agent immobilier classique, cliché, qui arrive avec son petit pins et sa veste à costume, c'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils recherchent un service. Ils recherchent aujourd'hui un partenaire pour leur projet. Et c'est ce que j'explique, moi, à mes équipes. Une relation durable aussi, de confiance. Ils cherchent une relation, mais le monde a changé. Aujourd'hui, je vends des appartements, moi, sur les réseaux sociaux. Je vends des appartements sur Instagram. Je vends des appartements sur TikTok. Et pas que des appartements à 7, 800, 1 million d'euros. C'est vraiment un canal... J'ai des demandes sur des biens à 5, 6 millions d'euros. Où tu touches à tout le monde. Tu touches à tout le monde. C'est-à-dire que là, dernièrement, on a fait une transaction sur un bien dans le 16e à proximité du Trocadéro. On était aux alentours de 5 millions d'euros. J'ai fait la vidéo, je l'ai postée. J'ai un chasseur d'appartements à l'étranger qui m'a tout simplement contacté via la vidéo qu'il a vue sur les réseaux et qui m'a dit c'est puissant. Je peux faire visiter mon client. Je lui ai dit bien évidemment, puisque nous, on travaille en intercabinet. Mais ce mec-là, je l'aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très important. C'est une force parce de frappe que les gens sont incroyable. greffés à leur portable. Du matin au soir, on a le portable dans les mains. Donc, si tu n'arrives pas à t'adapter à la nouvelle génération, à tous les réseaux aujourd'hui qui te permettent de pouvoir avoir une visualisation et une visibilité beaucoup plus importante, t'es amené à disparaître. Et toi, t'es plutôt à l'aise justement à ton rapport à l'image? Moi, il faut être présent sur les réseaux et... Alors moi, je suis de nature en général un peu discrète, où j'ai pas forcément envie d'étaler ma vie, envie d'étaler un peu mon lifestyle, que les gens me voient et compagnie. Mais je m'adapte. Donc aujourd'hui, je m'adapte, j'essaye de poster au maximum. Je fais pas mal de vidéos où je présente les appartements et j'essaye de m'adapter à ce qui aujourd'hui marche. Donc ce qui marche, c'est quoi? C'est dans l'air du temps. C'est les réseaux, c'est TikTok, c'est présenter des appartements d'une manière où les gens ils trouvent ça cool, où les gens ils ont envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo et qu'on commence à faire pas mal de vues. J'ai des vidéos aujourd'hui qui dépassent le 1 million de vues sur certaines vidéos parce que les biens sont de qualité et qui donnent envie aux gens d'être visibles. Donc il faut s'adapter, c'est très important. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est l'avenir. C'est ce que je disais, moi, à mes commerciaux cette semaine. Je leur dis, je crois que je préfère aujourd'hui, t'es plus visible en faisant une grosse vidéo sur les réseaux sociaux qu'en passant à la télé. C'est quand même que le monde change.
Avant, tu faisais un plateau télé. Mais il y a des gens qui regardent plus du tout la télé. Mais non. Ils regardent leur portable. Ouais, ou sont sur YouTube. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de regarder la télé avec les réseaux. Il y a des gens comme moi qui lancent des médias tout ça. Bah oui, mais c'est l'avenir. C'est ce que je te disais. Aujourd'hui, c'est trop important. Les podcasts, ce système aujourd'hui d'avoir cette discussion facilement et tout, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont envie de. Ouais, c'est une manière de libérer aussi et d'avoir d'autres moyens de faire parler de soi. Exactement. Et de son offre et c'est la nouvelle génération. Et de créer des opportunités. On est dans un tournant dans le web. On est dans un tournant aujourd'hui. Demain, ça sera la métaverse. Demain, ça sera l'Internet virtuel. Et donc, on est obligé de s'adapter. Donc, nous, moi, je pense qu'aujourd'hui, la digitalisation, le côté digital dans notre activité professionnelle, elle est très, très importante. Ouais, c'est incontournable. Et tous les gens qui ne vont pas prendre le tournant, ils vont disparaître. C'est malheureux. Hein. Je ne souhaite pas aux gens de disparaître, mais c'est trop important. Aujourd'hui, tout ce qui est digitalisation, visibilité sur les réseaux... Oui, c'est un élément de différenciation énorme. Bah oui, c'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, on a des acheteurs qui nous appellent via les réseaux, on a des vendeurs qui nous appellent parce qu'ils ont vu des appartements, ça leur a donné envie de se dire « demain, j'ai envie d'avoir mon appartement en vente chez eux » parce qu'ils le diffusent de cette façon. Donc voilà, c'est très important. Et nous, on essaye. Voilà, là, on est en train de mettre en place l'IA au sein de nos agences pour essayer de faire évoluer les choses aussi rapidement. On est en train d'installer tous les logiciels de chat GPT pour répondre aux clients de manière ponctuelle. Et voilà, on va essayer de s'adapter pour essayer d'être précurseur dans la digitalisation de notre projet. Et derrière Maurice Immobilier, c'est une marque. Mais bien sûr, c'est une marque. Mais est-ce que il y a aussi une culture d'entreprise qui est forte? Il y a une culture d'entreprise, oui. Toi, tu as su t'entourer, fédérer autour de ce groupe? Je me suis entouré. Au début, j'étais seul. Et je me suis vite entouré de gens très proches qui m'ont permis déjà d'avoir la confiance, qui n'est pas aujourd'hui difficile à obtenir. Donc, j'ai eu des gens proches, des amis. J'ai eu des proches de ma famille qui ont également rejoint le réseau, comme je te disais, comme ma sœur, mon frère, mon beau-frère. Donc, c'est des gens sur qui tu peux compter. Ouais. Donc, c'est des gens en qui tu as une pleine confiance. Je me suis entouré aussi d'amis qui sont devenus des vrais amis au sein des agences et qui m'ont permis aussi de pouvoir avoir cette confiance absolue, de pouvoir déléguer, de pouvoir être serein dans mon activité. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui les valeurs. Et aujourd'hui, on est à peu près 125 dans le groupe. On va continuer, je pense, à se développer parce que l'immobilier est en train de repartir. On a vécu 2 années assez compliquées, comme je te disais. Avec la hausse des taux. On a eu une hausse des taux qui a été dramatique, qui a éliminé malheureusement 30% des agences immobilières en France. Donc ça a été quelque chose qui a malheureusement mis un gros coup à la profession. Aujourd'hui, on sent un petit regain d'intérêt. On a un volume de transactions qui a évolué. Mais ça reste encore fragile. Et je pense que c'est toutes les activités aujourd'hui dans l'économie et dans l'écosystème qui sont touchées par tout ce qui se passe autour et qui aujourd'hui bloquent les gens sur le fait d'acquérir, sur le fait de consommer. Et tant qu'on n'aura pas une stabilité gouvernementale, qu'on n'aura pas des gens, à mon avis, au gouvernement, qui ont ce côté entrepreneurial, qui ont ce côté de vouloir, qui ont, disons, ce vécu du management, qui ont ce vécu d'entreprendre, d'avoir eu des sociétés, d'avoir vu ce que c'était payer des impôts, d'avoir vu un peu ce que c'était payer des charges et d'avoir eu le management d'une entreprise. Je pense qu'on ne sortira pas de la crise. On est quand même gouverné par des personnes qui sont assez hors sol. Moi, je dis le mot hors sol. Parce qu'ils sont quand même très loin des réalités des entrepreneurs ou même des cadres en entreprise. C'est-à-dire que je suis sûre que tu leur donnes un PNL, ils ne savent pas l'analyser. Le problème aujourd'hui, je pense, en France, on a un problème qui est plus lointain. C'est que les gens aujourd'hui qui nous gouvernent, je pense qu'ils n'ont pas la culture de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très important. Il faut aujourd'hui des gens qui ont ce vécu, qui ont cette expérience et qui se mettent à la place des chefs d'entreprise. On a des charges qui sont énormes. Aujourd'hui, l'embauche est compliquée parce que les charges salariales sont trop importantes pour pouvoir développer ton activité et avoir envie d'embaucher. Donc nous, encore dans notre activité, dans l'immobilier, on est moins touchés parce qu'on a beaucoup de gens qui sont payés à la commission, même s'ils ont des petits salaires. Disons que le plus gros dans leur revenu reste quand même les ventes qu'ils réalisent. Mais
voilà, il faut qu'il y ait un montage qui soit créé pour que les gens aient envie de consommer. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui est assez compliquée. Quand tu vois les successions, quand tu vois aujourd'hui les impôts que tu payes sur une plus-value, quand tu vois toutes les charges que tu peux avoir, c'est pas logique. Il y a une forme d'illogie. Et tant que les gens aujourd'hui n'auront pas pris conscience que pour pouvoir évoluer, il faut se donner les moyens de donner envie aux gens de se repositionner et de reconsommer, on restera sur un marché très fragile. On ne pourra pas avoir un volume de vente comme on a pu connaître auparavant. Alors moi, j'ai connu des années folles dans l'immobilier. On rentrait un bien le lundi, on le vendait le mardi, et on prévenait même pas les propriétaires parce qu'on vendait tellement vite qu'on se disait, ils vont nous dire, on n'a vendu pas assez cher. Parce qu'on avait très très peu d'offres pour le nombre de demandes. Ouais, je vois. Aujourd'hui, le marché a changé. On est sur des taux basiques. 3%, c'est complètement basique. On est sur un taux qui est complètement dans la moyenne. C'est pas du tout gourmand. Quand on a atteint les 5,5%, ce qui a été délirant pour les gens et ce qui a bloqué le marché, c'est qu'on est passé de 1 à 1,20, 1,30, où les gens empruntaient quasiment sans intérêt, à 5%, 5,50, ce qui, en fait, embêtait les gens, tout simplement parce que ça leur augmentait leur mensualité de 30%. Oui, ta capacité d'emprunt, elle était moindre. Les gens n'achetaient plus. Quand on te dit, tu vas augmenter ta mensualité de 30%, tu peux... Et pour une plus petite surface ? Pour une plus petite surface, ou même pour la même surface qu'ils souhaitaient acquérir, tu avais une mensualité qui augmentait de 30%, donc automatiquement, sa capacité d'emprunt, elle augmentait, et donc le gars, il n'était plus dans les clous. Et c'est ce qui a bloqué le marché pendant 2 ans. Et c'est pour ça qu'il y a 30% des agences immobilières qui ont fermé. Donc aujourd'hui, on s'adapte. On est revenu à des taux qui restent des taux complètement normaux, entre 3 et 3,5. Pour quelqu'un qui emprunte pour une résidence principale, ça reste complètement cohérent. On n'est pas sur des taux qui sont délirants. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent le pied sur le frein parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir se projeter sur ce qui va se passer. Oui. Et le fait de changer de gouvernement tous les mois, tous les 2 mois, ça gêne les gens. Ils se disent où on va, sur quel pied danser. Et donc, ça ne leur donne pas envie aujourd'hui de se dire j'ai envie de me lancer dans un achat où je vais m'endetter pendant 20 ou 25 ans et je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où sera la France d'ici 2-3 ans. Et donc, je pense que les gens attendent. Risque, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les élections, de voir ce qui va se passer pour pouvoir se positionner et réellement pouvoir, à mon avis, prétendre à la propriété. Donc ça, c'est embêtant pour nous, parce que c'est une baisse de volume de transactions. Mais tu sens quand même un petit regain, mais qui est encore fragile. C'est ce que je dis, moi, automatiquement, quand je parle avec des notaires. Ils ont relancé les prêts à taux zéro. Ils ont relancé les prêts à taux zéro. Il y a eu des choses qui ont été faites, pour relancer. Mais aujourd'hui, ça reste fragile. On a une activité qui a reprise, on a un volume de ventes qui a augmenté, on ne fait plus le nombre de ventes qu'on pouvait faire auparavant, parce qu'on avait atteint 100 ventes par mois. Aujourd'hui, dans le groupe, nous, on faisait auparavant, avant Covid, aux alentours de entre 100 et 120 transactions par mois. Donc on était un des leaders du marché parisien en réseau, un petit réseau humain comme ça de 15-16 agences. Et là, on a baissé notre nombre de ventes tout simplement parce qu'on a une tonne de produits à la vente. On n'a jamais eu autant de produits. Je dois avoir à peu près 1600 produits à la vente en ce moment au sein du groupe Maurice. Mais ce qui nous gêne, c'est qu'il n'y a pas de répondants. Alors, tu as des gens qui visitent, mais ils ont l'embarras du choix. Donc, avant de se positionner, ils se laissent vraiment le choix de voir s'il y a quelque chose qui leur correspond, parce qu'ils ont l'embarras du choix. Donc le pouvoir est plutôt côté acheteur en ce moment. Bien sûr, aujourd'hui, c'est l'acheteur qui a le pouvoir. Auparavant, c'était le vendeur. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est l'acheteur. Alors, le paradoxe, c'est que y a un paradoxe dans l'immobilier, c'est qu'on te dit qu'il y a une crise du logement, que les gens n'arrivent pas à se loger. Alors, c'est surtout à la location. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné... il faudrait que plus de personnes aient accès justement à la propriété pour rééquilibrer ce marché, parce que tu as de plus en plus de gens qui ont des difficultés à se loger. Aujourd'hui, ce serait bien. Mais il y a des gens qui ont envie d'avoir accès à la propriété. Oui. Il y a des gens qui ont envie d'acheter. Il y a des gens qui ont envie aujourd'hui de se lancer parce que c'est quelque chose d'important. Et moi, je dirais que plus tôt tu le fais, plus jeune tu te mets tu à investir. Moi, c'est d'ailleurs... c'est la première chose que tu as fait. C'est la minute coaching du podcast, là. C'est ça, j'aime bien le dire. Achetez dès que vous pouvez. Bien sûr, c'est le plus important. L'investissement, ça doit être fait le plus tôt possible. Bien sûr.
Je suis Parce complètement d'accord qu'un avec toi. temps, il faut, en fait, le propre de l'investissement, c'est qu'il met un certain temps à se bonifier. Bien sûr, Et plus tôt tu investis, bien sûr. et mieux tu te porteras. Ah bah, c'est surtout que tu capitalises, tu te crées un toit sur Voilà. la tête, et demain, au lieu d'aller jeter un loyer à fond perdu, bah, tu payes un crédit qui te permet demain de pouvoir tout simplement avoir une épargne mensuelle qui te permet de mettre de l'argent de côté. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui qui vont nous suivre, c'est que dans des périodes un peu difficiles où il y a beaucoup de biens sur le marché, c'est à ce moment-là que tu peux faire des bonnes affaires. Moi, c'est en ce moment que je me positionne. C'est sûr que c'est en ce moment que j'achète. La négociation, le pouvoir de négociation, il est plus important côté acheteur. Bien sûr, parce que aujourd'hui, automatiquement... c'est sûr, c'est pas quand tout le monde veut acheter qu'il faut acheter. Exactement. Moi, j'ai jamais acheté autant de biens qu'en ce moment. Voilà. Et je m'en fous des taux. Je regarde pas les taux. Parce que les prix que je paye aujourd'hui, je les payerai pas, à mon avis, d'ici 3-4 ans, quand l'immobilier sera reparti. Donc, c'est vrai que les taux sont compliqués. C'est vrai qu'il y a une instabilité gouvernementale. Mais s'il y a des belles opérations à faire aujourd'hui, que ce soit pour des gens qui achètent des RP ou pour des gens qui font de l'investissement locatif, c'est maintenant que tu peux faire des belles OP. Ça a toujours été comme ça. Moi, je me suis toujours dit que c'est dans les périodes de crise que les meilleurs font les meilleures affaires. C'est ce que dit... je vais reprendre l'exemple de Warren Buffett. Il disait que c'est quand personne ne veut acheter qu'il faut acheter. Bien sûr. C'est pas quand tout le monde veut acheter ou tu es en concurrence. C'est exactement la même chose dans la finance. Quand tu es en concurrence avec les acheteurs qu'il faut acheter. Exactement. C'est comme dans la bourse. C'est pas au moment où l'action elle est haute qu'il faut acheter. Voilà, c'est quand l'action elle est basse. C'est ça. Et quand elle est basse, malheureusement tu crées une panique sur le marché. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'envie et se donner les moyens d'acheter. C'est pour ça que c'est beaucoup de la psychologie bien finalement. Sûr. Moi, en tout cas, je sais que l'immobilier, ça reste une valeur sûre. Je l'ai dans la peau. Moi, l'immobilier, je vis avec l'immobilier depuis de nombreuses années. Donc, c'est pas parce que je vois qu'aujourd'hui, on est sur un marché un peu qui panique que ça va pas me donner envie d'acheter. Donc, nous, on se positionne. C'est en ce moment que j'ai jamais autant acheté de ma vie, moi. Ces dernières années, ces 2 dernières années, depuis qu'on a la vraie panique dans le métier de l'immobilier, j'ai jamais autant acheté de biens et j'ai jamais pris autant de risques que ces 2 dernières années dans l'investissement immobilier ou dans les opérations marchandes qu'on peut réaliser en parallèle de notre activité. Mais les opérations qu'on a aujourd'hui, on les aura pas dans 3-4 ans. Donc ce petit créneau et cette petite fenêtre de tir qui te permet aujourd'hui de pouvoir réaliser de jolies transactions, il faut se donner les moyens, il ne faut pas avoir peur. Parce que quand bien même les taux demain repartiraient à la baisse, il est toujours temps de renégocier à la baisse le taux. Bien sûr, tu peux renégocier ton taux. Et à ce moment-là, ça devient une... Pendant la durée d'un crédit, tu as le droit de renégocier ton taux 2 fois. Donc ça laisse toute bien sûr, ça te laisse une fenêtre de tir de pouvoir renégocier ton taux. De renégocier le taux et que ça devienne là, encore plus rentable par la suite. C'est le prix. C'est ça. Parce là, que le prix, c'est un truc sur lequel tu ne pourras pas revenir. En revanche, le taux, c'est quelque chose que tu pourras renégocier plus tard. On ne pourra pas te renégocier ton prix. C'est ça. Mais le prix aujourd'hui que tu payes, le taux, tu peux retravailler. Il est très important. Donc aujourd'hui, se donner les moyens d'acheter maintenant, c'est une vraie fenêtre de tir. Parce que les gens voient par le spectre du taux et non pas du prix. Bien sûr. Alors qu'ils devraient plutôt voir ça sous le spectre du prix. Et le taux, tu peux le revoir après. Tu le revois après, exactement. Si, effectivement... Bon, là, ils n'annoncent pas de baisse de taux dans l'immédiat. Tu veux pas qu'on achète un bien ? Écoute, moi, je suis un investisseur né, tu sais, mais c'est toujours quelque chose que tu peux retravailler. Bien sûr, nous, c'est ce qu'on fait. J'ai acheté, moi, des biens dernièrement. On va parler des projets d'hôtel, mais j'ai acheté un hôtel il y a 1 an, à Pigalle, où j'ai un taux à 5,5%. Mais c'est pas grave. Je paye des taux importants, des mensualités plus importantes que les taux actuels, mais ça m'a permis de faire mon acquisition, alors que j'étais dans une période qui était complètement atomisée par la crise au moment où on a acheté ce bien, qui était fin 2023, qui était la période la plus dramatique dans l'immobilier qu'on ait connue ces dernières années. J'ai pris ce crédit parce que c'était le seul moyen de pouvoir avoir accès à la propriété sur cet actif. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis content de l'avoir parce que l'hôtel cartonne, il est plein à 100%. Et je pense que j'attends encore que ça baisse un peu parce que comme j'ai que 2 fenêtres de tir, c'est pas grave. Je paye une mensualité un peu plus importante que ce que je devrais payer aujourd'hui si j'avais pris mon crédit aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Ça m'a permis de faire l'acquisition du bien. Rentable et que c'est une bonne acquisition. J'ai acheté un bon prix. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Exactement. Mais je vais renégocier mon taux comme tu m'as dit. Je pense que d'ici la fin de l'année, ça c'est quelque chose à avoir c'est dans nos projets de renégocier dans le radar, le taux je pense. de cet actif.
au moment opportun, il faut renégocier des fois, le taux. il faut pas, comme tu as le droit à 2 fenêtres de tir pour renégocier ton taux pendant la durée du crédit, ça sert à rien des fois d'être trop rapide. Si tu sens que ça va descendre davantage, il faut vraiment choisir le bon timing. Oui, c'est ça. Il y a une question de temporalité. Exactement. Et par rapport à ta vision du management, est-ce que tu as changé ta vision depuis que tu as lancé ton propre réseau ? J'ai changé, je me suis assagi. Ah ouais. Ouais, je me suis assagi parce que j'avais une méthode très dynamique où j'avais l'impression à chaque fois que ce que je faisais, les autres pouvaient le faire. Et j'arrivais jamais à me mettre dans la peau de la personne. Tu voyais par rapport à ton cadre de référence à toi ? Exactement. Et là, j'ai changé un peu ma façon de penser. D'accord. En me disant maintenant que ce que peuvent faire les autres, moi, je peux peut-être pas le faire. Et que ce que peuvent faire les autres peuvent être quelque chose de bien. Donc au début, j'étais très jeune, très dynamique, je voulais que tout soit carré, que tout soit fait de la... Voilà, j'ai été perfectionniste, je voulais que tout soit fait à ma façon. Sauf que tu peux pas imposer aux gens de travailler à ta façon quand ils ont une autre façon de faire. Et tu as des personnalités différentes, Exactement. Des caractères différents. Tu as des gens qui sont discrets, tu as des gens qui peuvent arrêter n'importe qui dans la rue, tu as des gens qui ont ce côté très commercial, tu as des gens qui ont un bon contact avec les gens, mais d'une manière plus assidue. Donc je me suis adapté. Et donc aujourd'hui, je manage moins les équipes parce qu'il y a des responsables dans toutes les agences. Donc, j'ai moins ce côté où je suis intrusif au sein des agences parce que c'est géré à chaque fois par des responsables d'agence. Mais en prenant un peu de hauteur, sans prétention, je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt s'adapter aux équipes et essayer de comprendre leurs besoins pour faire évoluer les choses. Et moins d'imposer tes demandes. Donc aujourd'hui, je suis à l'écoute, on fait des réunions toutes les semaines, on essaye de voir ce qui ne va pas pour pouvoir faire à chaque fois évoluer les choses et d'avoir ce côté d'être surtout à l'écoute des gens pour essayer tout simplement d'avancer ensemble. C'est très très important. Et ça, c'est l'expérience qui m'a permis de comprendre que c'était important d'écouter les gens qui sont autour de toi. Au début, j'en faisais souvent qu'à ma tête. Malheureusement, j'ai commis des erreurs parce qu'en voulant toujours m'écouter et en étant têtu, tu peux pas faire que des choses positives. Alors des fois, ça m'a réussi, des fois, ça a été des échecs. Mais aujourd'hui, le fait de prendre le temps de la réflexion et le temps d'être à l'écoute des gens qui m'entourent, ça me permet de commettre beaucoup moins d'erreurs et d'avoir ce côté beaucoup plus assidu que j'avais pas auparavant. D'accord, t'écoutes davantage. Ah, j'écoute davantage. Aujourd'hui, quand je prends une décision, je ne prends plus aujourd'hui de décision tout de suite. Je prends le temps de la réflexion, je me laisse ce temps de réfléchir. Je suis plus assidu. Tu écoutes toujours ton intuition. Exactement. Mais tu enrichis ton intuition avec des données un peu plus Exactement. fiables. J'ai toujours mon côté fonceur qui ressort, c'est ça. surtout dans l'invest, parce que des fois, il faut être rapide, parce que j'étais souvent en concurrence. Mais je me laisse aujourd'hui ce temps de réflexion et cette réflexion qui me permet des fois de ne pas aller trop vite et d'éviter les erreurs. Donc ça, c'est l'expérience et peut-être l'âge qui m'ont permis de comprendre que dans la vie, il faut des fois pas aller trop vite parce qu'en allant trop vite, des fois, on ne calcule pas tout et on commet des erreurs et on s'en veut d'avoir commis ces erreurs qu'on n'aurait pu pas commettre si on avait réfléchi. Donc... voilà, ce côté un peu réflexion, assiduité, me permettent aujourd'hui de faire moins d'erreurs et d'évoluer différemment dans mon métier. Tu t'enrichis bien sûr. Des points de vue. Je m'enrichis surtout des points de vue des gens qui sont autour de moi, qui bossent autour de moi, et ça me permet d'évoluer différemment, tout simplement. Après avoir bâti un réseau immobilier parisien, oui. Tu as décidé d'ouvrir un nouveau chapitre. Exactement. Avec celui de l'hôtellerie. Exactement. Donc c'est un pari assez audacieux quand même. Moi, j'ai toujours été passionné depuis mon jeune âge par l'investissement parce que je voyais mon père faire, j'ai vu mon grand-père faire. Et donc, au début, je faisais des Airbnb. J'achetais des petits locaux commerciaux comme tu peux voir ici. Je faisais des petits locaux commerciaux, je les transformais, je faisais les demandes en changement de mairie.
Et j'obtenais l'hébergement hôtelier qui me permettait de pouvoir louer en location saisonnière. On avait des rentabilités de folie. En plus, j'ai connu le créneau du Airbnb au début, à l'ubérisation un peu du monde, tu sais, du taxi et compagnie. Ça a été un peu l'ubérisation du monde hôtelier. Donc, on achetait comme ça des petits locaux. On faisait des demandes à la mairie préalable pour obtenir les certificats qui te permettaient d'avoir l'hébergement hôtelier. Et voilà, j'en ai acheté pas mal comme ça. J'avais des rentabilités qui étaient extraordinaires parce qu'on achetait souvent des locaux où on payait des prix qui restaient cohérents puisque le commercial était moins cher que l'habitation et que c'est souvent des locaux où en fond de cour, en rez-de-chaussée ou des locaux sur rue. Et j'en ai acheté pas mal. Sauf qu'au bout d'un moment, comme la mairie a dépassé les quotas, ils ont commencé tout simplement à arrêter. Ils ont commencé à serrer la vis. Ils ont serré la vis il y a déjà 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Et quand ils ont commencé à serrer la vis, nous on était en pleine ascension, on en achetait pas mal. On a monté un petit parc de pas mal de Airbnb. Et en parallèle, quand j'ai vu qu'ils serraient la vis et qu'on n'obtenait plus les autorisations, je me suis dit, comme j'étais ce monde un peu hôtelier, location saisonnière. Le secteur du tourisme parisien se porte très bien. Il est en pleine explosion. C'est ça, c'est ça qu'il faut dire. C'est que ce soit sur les Airbnb ou sur les hôtels, le il est en tourisme pleine à Paris, explosion. ça marche super bien. On a eu les Jeux Olympiques qui ont été un navet, je te dis honnêtement. On a connu des... Tout le monde pensait qu'ils allaient louer leur appart, une ça fortune. a été un navet. Moi, quand j'ai acheté mon appart à Paris, on m'a dit « Oui, Sonia, il faut que tu le loues pendant les JO, etc. » Alors, moi, pendant les JO, je n'étais pas à Paris et je n'ai pas loué mon appart. En fait, c'était une catastrophe. Ça ne m'intéressait pas du tout. On a loué moins cher qu'au traditionnel, pour te donner juste un exemple. Ah ouais, mais tout le monde, tout Paris, vu plus beau qu'il n'était à ce moment-là. C'est pas ça, c'est que tu avais tout Paris à louer. Donc, comme tu avais tout Paris à louer, les gens avaient l'embarras du choix. Donc, les gens qui ont été intelligents, qui en janvier, février, avant les JO de juillet, ils ont commencé à mettre à des prix un peu plus cohérents, ils se sont fait louer. Mais tous les gens qui ont visé des prix complètement délirants, comme il y avait énormément de biens sur le marché, malheureusement, ils n'ont pas loué. Et à la fin, ils se sont retrouvés avec des logements vacants ou à des prix moins chers que les prix qu'ils louaient en période traditionnelle. Donc, ça a été vraiment... franchement, pour nous, en tout cas, qui avons visé des prix un peu plus hauts, comme tout le monde, ça n'a pas été quelque chose d'enrichissant et ça ne nous a pas permis d'obtenir des prix beaucoup plus importants. Par contre, l'hôtellerie, en ce moment, donc, elle se porte très bien. C'est en pleine explosion. On est à 100% d'occupation dans l'hôtellerie sur nos différents hôtels. Dans les Airbnb, on atteint les 90% aujourd'hui de taux d'occupation, ce qui est également quelque chose de magnifique. Et donc moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai malheureusement pas pu continuer à faire du Airbnb, je me suis lancé dans l'hôtellerie parce que je me suis dit, le seul moyen d'avoir l'hébergement hôtelier, c'est d'acheter un hôtel. Donc, on s'est lancé. Donc, le switch, il a opéré Exactement. comme ça, en fait. J'avais mon associé chez Maurice, qui était aussi dans le développement avec moi des Airbnb, qui a voulu se lancer dans l'aventure. Et j'ai un autre ami qui était dans la communication, qui, lui, rien à voir, n'était pas du tout dans le métier de l'immobilier, qui nous entendait à chaque fois parler et qui nous disait « Moi, j'ai envie de faire de l'immobilier, j'ai envie de faire de l'immobilier. » Et quand on a lancé ce projet, je me suis dit « Bon, voilà, si tu veux te lancer dans une aventure immobilière, autant créer une histoire. » Et si tu veux créer l'histoire avec nous sur ce projet hôtelier, on va démarrer maintenant un nouveau chapitre parce qu'on ne l'avait pas fait auparavant. Lance-toi avec nous dans l'hôtellerie. Et lui aussi, il est de nature fonceur. Heureusement qu'on a mon associé des fois qui nous retient parce qu'il a un tempérament lui également aussi de fonceur. Il est prêt à tout. Il a aucune peur également. Il a pas peur de l'échec. Il est tout le temps dans un esprit positif et dans un esprit de vouloir évoluer. Et donc, on s'est lancé dans l'hôtellerie, mais sans rien y connaître. Et l'hôtellerie, il y a quelque chose de très important, contrairement au Airbnb, c'est complètement différent, c'est un métier. Être hôtelier, c'est un vrai métier. C'est quelque chose de très important à dire aujourd'hui. Je suis fan de ce monde. Moi, j'adore. À chaque fois que je vais dans des hôtels sympas, à chaque fois, je fais en sorte de parler avec le GM. Bien sûr. Bon, GM, je vais expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. C'est le General Manager de l'hôtel. Bien sûr. Et c'est des personnes clés. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils connaissent déjà la terre entière. Bien sûr. Ils ont un parcours souvent à l'international. Bien sûr. Parce qu'ils ont fait différents établissements. Ils ont bossé dans différents pays. Bien sûr. Ils ont une culture incroyable. Ils ont un sens du détail incroyable. Dès qu'ils parlent avec toi en tant que client, en même temps, ils ont un œil partout. Et ils savent exactement ce qui se passe. Ils connaissent leur établissement. Et en même temps, il a un small talk avec toi. Bien sûr. Non, mais c'est magnifique. C'est remarquable. Moi, je suis je trouve que c'est un super métier. Ouais, c'est un super job. Mais nous, on est arrivé dedans. Méticuleux. On est arrivé dedans un peu par hasard.
Je te dis honnêtement, quand j'ai un moment, je me suis dit, ouais, bon, un hôtel, c'est facile. Ça va être la même chose que des Airbnb, sauf que c'est regroupé dans un bâtiment. Mais pas du tout. Après, il faut des experts de tout. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est ce que j'explique aujourd'hui des fois à des copains, à des gens qui veulent se lancer dans l'hôtellerie. C'est un vrai métier. Ouais, t'as monsieur Food and Beverage, t'as monsieur GM, ça n'a rien à voir. La gouvernante en chef. Ah, mais c'est une autre gestion. T'as le concierge. Ah, mais t'as plein de métiers. Des veilleurs de nuit, t'as des gouvernants, t'as des general managers qui supervisent ce qui se passe également dans l'hôtel. Et sa vie le jour et la nuit. Et bien sûr. Et c'est pas du tout la même approche. Un Airbnb, tu le loues, tu te fais louer. Le gars, il est là pour une période de 3-4 jours. Il arrive, il sort, tu fais ton ménage, il y a un nouveau check-in et c'est reparti. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est du quotidien. Les ménages, c'est permanent. Tu as des formules avec le petit déjeuner. Tu as des problèmes en permanence pour les check-in parce que tout est dans un système, dans un bâtiment regroupé. C'est une vraie façon de travailler différente de ce que j'ai pu connaître. Et nous, on s'est pris par passion pour ce nouveau métier parce qu'on avait envie d'une nouvelle aventure, que ce soit pour mes associés ou moi. Mais ça aussi, c'est les métiers passion, je pense. Bah, bien sûr. Et d'avoir découvert quelque chose de nouveau, bah, ça nous a permis d'apprendre. On est arrivé dans ce petit hôtel à Pigalle, on était collé à des sex shops, à des bars à striptease vers le Moulin Rouge. C'est un quartier qui est en train de changer, ça. Ah ouais, mais pour te dire, par exemple, sur ce projet, ça a été notre premier projet, on a eu le crédit le dernier jour. Parce que personne voulait nous financer. On avait un sex shop en bas de l'hôtel et tous les banquiers pensaient que c'était une maison close qui allait servir au sex shop. Donc on nous refusait le crédit à chaque fois sur cet actif. Ils pensaient que ça allait être un truc un peu douteux. Et voilà. Et quand après on s'est rendu en comité pour bien expliquer le projet, on s'est lancé. On s'était déjà donné du mal. On avait déjà démarré les travaux avant la signature définitive pour être prêt pour les JO. Et le dernier jour, on a obtenu le crédit. On a eu beaucoup de chance. Et d'avoir lancé ce projet, ça nous a permis déjà d'apprendre sur un hôtel à petite échelle, parce qu'il y a 25 chambres. Ça nous a permis de pouvoir d'évoluer sur ce projet, d'avoir ce côté professionnel qu'on n'avait pas auparavant, parce qu'on a découvert quelque chose de nouveau. Et de là, on a été pris par passion et on s'est lancé sur des nouvelles acquisitions. Là, on ouvre un autre rue de Château d'Eau dans le 10e, derrière la gare de l'Est, à côté de la rue du Faubourg-Saint-Denis. On en ouvre un dans le Marais. On est sur un projet également là à Montparnasse. Donc voilà, on est en pleine ascension, on va continuer. On va se développer. Ça reste porteur. Ah ouais, ça reste porteur. Moi, ce que j'ai envie de monter aujourd'hui, c'est pas forcément des hôtels. C'est des concepts, des petits concepts de boutiques hôtels, des trucs qui ont de la gueule, avec des petits restaurants festifs en bas, d'avoir quelque chose aujourd'hui qui sort un peu de... Voilà, il faut se différencier. Je veux des concepts en bas, je veux avoir quelque chose qui dynamise un peu les secteurs. On veut redonner du regain à des secteurs populaires qui sont un peu en sommeil. C'est pour ça que de façon viser des secteurs très bobos, chic, dans des endroits très prisés, c'est inabordable pour nous parce que les prix sont inaccessibles. Donc nous, on est plus parti sur la transformation de petits hôtels sociaux, préfectures, des anciens hôtels un peu vétustes et délabrés, qu'on transforme dans des quartiers qui restent quand même populaires et qui ont de l'avenir. Ouais, c'est ça. Et on les transforme en beaux 3-4 étoiles avec des prestations de qualité. Et on essaye de donner tout simplement des lieux de vie à ces endroits qui étaient un peu en sommeil, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose de passionnant pour nous, parce que c'est une vraie aventure à chaque fois. Et ça nous permet vraiment de pouvoir apprendre de tous ces projets pour peut-être un jour s'émanciper et de faire quelque chose encore plus gros en se lançant peut-être dans des projets qui nous permettront de pouvoir nous émanciper à tous les trois. Et il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez pris la décision de lancer ce projet et le moment où c'est devenu une réalité? Il s'est passé combien de temps? 24 heures. Je te jure. Non, vraiment, nous, on est très... Je te dis, on a une température, on a un tempérament de fonceur. On s'est positionné, on s'est dit, allez, on voulait se lancer, on a fait un resto. Est-ce que vous voulez vous lancer? On a appelé notre troisième associé, qui s'appelle Joseph. On lui a dit, est-ce que tu veux venir avec nous dans ce projet? D'où on était déjà prêt à se lancer avec mon associé chez Maurice. Lui, tempérament de fonceur, il a dit oui, ok. Le lendemain, on cherchait des hôtels. Donc, on s'est lancé tout de suite. On a eu la chance de trouver ce premier hôtel très rapidement. Assez rapidement. En l'espace de 2 semaines, on a trouvé ce premier hôtel. Vous avez identifié un premier lieu? J'ai visité 2-3 lieux. Et quand j'ai visité ce lieu, j'aimais bien le côté un peu Pigalle, Sopi, quartier un peu chic, avec ce côté un peu
très délirant le soir, avec beaucoup de touristes, le Moulin Rouge, la butte de Montmartre à côté, il y a plein de restos de folie et tout dans le quartier. Je me suis dit, j'aimais bien l'emplacement. T'as vu le potentiel? J'ai vu le potentiel, j'ai vu que les volumes de l'hôtel étaient sympas, la devanture était jolie. Je me suis dit, bon voilà, faut se lancer. Oui, de toute façon, il faut avoir un peu un côté vision. Ah bah c'est comme ça que ça s'est passé. On est passé par un intermédiaire, un agent, il nous a présenté le projet, on a aimé, on a dit on veut rencontrer les propriétaires tout de suite. Et on s'est mis d'accord au café avec les propriétaires. D'accord. Parce qu'on avait envie d'avancer rapidement. Et on s'est lancé dans ce premier projet en l'espace de 15 jours. D'ailleurs, ça allait tellement vite. À un moment, j'ai vu mon troisième associé qui n'était pas dans l'immobilier. Je lui ai dit, ça va pas un peu trop vite pour toi? On t'a demandé de venir il y a 15 jours pour te lancer dans un projet hôtelier. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pas un peu trop rapide pour toi? Et comme lui, il a un peu le même tempérament que moi. Sur ça, on est très similaires. Il m'a dit non, moi ça y est, je suis lancé, j'ai envie de me lancer dans l'IMO, de tenter l'aventure. L'hôtellerie, c'est quelque chose qui correspond bien à mon caractère. Donc il s'est lancé avec nous et depuis, bah voilà quoi, il est avec nous sur tous les projets, que ce soit hôteliers ou les projets de rénovation de produits, parce qu'il s'est découvert également lui aussi un vrai désir dans l'immobilier et une vraie passion. C'est quelque chose aujourd'hui qui le stimule, comme nous. Et à partir du moment où vous avez identifié le lieu, vous êtes projeté, vous avez eu de la vision, il s'est passé combien de temps avant que ça devienne un lieu d'accueil On a mis à peu près 1 an pour faire les travaux. 1 an de travaux? 1 an de travaux, oui. On a tout cassé. On a installé un ascenseur qui n'était pas là auparavant. On a transformé un hôtel social où tu avais des familles qui étaient louées par le SAMU social, par le Secours populaire. Donc c'est un hôtel très vétuste avec des petites chambres. On a changé complètement les plateaux. Et quand on a repris l'hôtel en main, il nous a fallu à peu près 1 an pour l'ouvrir. D'accord. Donc en l'espace d'1 an, on a rendu ce lieu de vie un nouveau lieu. Ça a été rapide parce qu'on avait une grosse équipe de travaux qui a travaillé énormément et rapidement sur le projet. Et comme ça a été bien mis en place et bien ficelé entre la signature de la promesse et la signature définitive, on avait tout préparé en amont de la signature pour pouvoir être prêt à lancer les travaux au moment où on a eu la remise des clés. En tout cas, ce que je remarque, c'est que le virage que vous avez pris vers l'hôtellerie avec tes associés, c'est une continuité de création de valeur. Bien sûr. Et c'est aussi une transition aussi vers une nouvelle forme d'héritage, parce que c'est aussi une façon de se dire j'anticipe aussi la transmission, la vision long terme, etc. Parce que je vais encore citer Warren Buffett, il disait... T'aimes bien Warren Buffett? Ouais, non, mais moi, je suis pas trop fan de Kardashian et compagnie. Ouais. Moi, mon délire, c'est plutôt Warren Buffett. Ouais. Et en fait, il disait, pour que quelqu'un s'assoie à l'ombre de cet arbre, il a fallu que quelqu'un le plante il y a un certain nombre d'années. Ouais. Donc, quand tu fais quelque chose de ce type, comme la rénovation d'un hôtel ou d'un bien immobilier, forcément, tu penses long terme. Bien sûr. Transmission. Bien sûr. Et comment tu veux emmener ton groupe? Tu le vois où? Tu le projettes comment? Et qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre aux futurs entrepreneurs? Nous, on n'a pas de... Je me fixe pas un objectif. Je me suis jamais fixé un objectif de me dire je vais arriver, quand j'ai 10 hôtels, je revends le groupe et je m'arrête. Nous, pour l'instant, ça nous stimule. Pour l'instant, ça me passionne. Peut-être demain, je serai passionné par autre chose dans l'immobilier. Donc, je rêve souvent sur les trucs qui me stimulent ou les choses qui me passionnent, sur des choses qui touchent quand même à l'immobilier. Je pense que là, on est vraiment bien lancé. On a commencé à bien apprendre. On s'est forgé sur des petits hôtels. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est peut-être d'essayer d'ouvrir dans d'autres secteurs. De sortir de Paris, d'essayer d'ouvrir dans le sud de la France, d'essayer d'ouvrir peut-être une maison d'hôtes, d'essayer d'ouvrir des concepts, des choses qui sont un peu délirantes, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui touchent un peu à notre état d'esprit. Donc nous, où je le vois arriver, je sais pas, parce que je n'ai pas une boule de cristal et je sais pas où on va réellement aller. Mais en tout cas, ce que je sais, il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite, on est sans cesse à la recherche. Il n'y a pas de limite. On est jeune. Demain, on a encore la force de l'âge, on a l'énergie,
on a de l'énergie à revendre, que ce soit mes associés ou moi. On a cette envie de créer. Et c'est pas que financier, c'est ça qui est fou dans notre projet. C'est que demain, on peut ouvrir un restaurant. Demain, on a une envie à chaque fois d'être stimulé par des nouveaux projets. Donc aujourd'hui, voilà, on a ouvert ces établissements. Ça nous passionne parce qu'on est dedans depuis 2 ans et qu'on commence à avoir le rouage. Maintenant, je ne sais pas où on va aller, mais je pense qu'on est vraiment, très honnêtement, au tout début de notre histoire. Parce qu'on a pour objectif d'aller bien plus haut, d'essayer de s'émanciper, de créer une marque et de créer quelque chose qui nous ressemble. Donc j'ai pas vraiment je sais pas réellement où je veux aller, mais en tout cas, je sais que je veux aller quelque part. Ouais. Où, je sais pas encore, Non, en fait, mais on va essayer de se développer au maximum. Ce que je comprends, et se c'est que donner t'as les pas moyens. forcément... c'est illimité, quoi. C'est illimité. Tu te Tant que si on voit des choses qui nous plaisent, restreins pas. on n'a Ouais. pas la peur de s'engager. Et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent. Moi, mes négociateurs, au sein des agences ou s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, faut pas avoir peur. Aujourd'hui, un projet, aujourd'hui, je connais pas de gens qui ont réussi sans prendre de risques. Donc, Ouais, il faut prendre des risques dans la vie. Il y a l'échec rend plus fort, la satisfaction, la réussite rend heureux. Donc, il faut se donner du mal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir rester dans leur zone de sécurité. Et moi, en tout cas, je me suis associé avec des gens qui ont le même état d'esprit que moi, de se dire de toutes les façons dans la vie, il faut savoir prendre des risques, il faut mesurer les risques parce que c'est quelque chose d'important pour éviter de faire des erreurs, surtout que là, on commence à parler de biens à fort prix de vente et d'achat. Donc, on ne peut pas se permettre de se louper. Mais ce qu'il y a d'important, et c'est ce que je dis, il faut prendre des risques. Il ne faut pas avoir peur de l'engagement, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un achat immobilier. Et de toutes les façons, c'est des vraies expériences. Donc, nous, on va continuer. Quand on verra des projets qui nous donnent l'envie, qui nous donnent cette passion de vouloir rénover un endroit, d'avoir quelque chose qui a une histoire, on continuera à se lancer. Et voilà, et je ne sais pas où on va aller, mais en tout cas, je pense qu'on est vraiment au début de l'aventure, en tout cas en ce qui nous concerne dans l'investissement et dans cette branche hôtelière. Alors, derrière le fondateur, il y a un homme. Bien sûr. Et il y a aussi ses moteurs, ses doutes et ses valeurs. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'anime profondément, au-delà du business, en fait ? Bah moi, ce qui m'anime, je suis papa, j'ai 3 enfants, j'ai des responsabilités. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est déjà de mettre ma famille en sécurité, ça c'est la chose la plus importante. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est d'avoir cette possibilité de toujours pouvoir faire quelque chose de nouveau, de pouvoir faire quelque chose qui me permet de me stimuler, de pouvoir me lancer dans des nouveaux projets. Et c'est ce que je t'ai dit à plusieurs reprises pendant ce podcast. C'est même plus le côté financier qui m'anime, moi. C'est ce côté passionnel, ce côté de pouvoir d'être animé par un nouveau projet, de faire quelque chose qui donne du regain dans un secteur, qui donne d'innover, qui dynamise le secteur. Et moi, en fait, plus c'est fou, plus il y a quelque chose qui va changer le secteur, qui va donner ce côté un peu chaleureux, qui va redonner goût à des arrondissements un peu en sommeil à Paris, qui m'anime et qui me donne cette passion de vouloir toujours essayer de faire plus et de m'émanciper dans mon projet. Et d'essayer, autour de moi, pouvoir laisser la chance à des gens qui ont créé avec moi la possibilité de s'émanciper avec moi dans différents projets, que ce soit dans les agences ou sur la branche investissement hôtelière. Et est-ce que tu as des modèles ou des personnalités qui t'ont donné de l'inspiration ? Ouais. Moi, j'ai un Bernard Tapie, je le trouve extraordinaire. Moi aussi, je l'aime bien. Tu l'aimes bien ? Ah, d'ailleurs, j'ai croisé sa femme il n'y a pas longtemps. Voilà, je le trouve. Elle est dans le quartier. Elle est dans le quartier ? Je sais pas, je l'ai croisée la dernière fois. Je le trouve extraordinaire. Ouais, un orateur exceptionnel. Je peux J'aimais bien l'écouter Bernard des heures. Tapie, moi. J'aime beaucoup Sarkozy. Bon, là, c'est pas le moment de parler de lui. Il n'a pas la fame en ce moment. Il n'a pas la fame, mais bon, c'est quelqu'un aussi qui a des idées incroyables.
Et après, tu as des grands entrepreneurs comme Xavier Niel, quand tu les écoutes parler, des Marc Simoncini et compagnie. C'est des gens qui ont... des personnes qui ont été assez autodidactes, Bien sûr, c'est souvent des gens autodidactes, mais c'est des gens qui ont une vision de l'entrepreneuriat qui est extraordinaire. Et qui n'avaient pas peur non plus d'y aller, quoi. Exactement, j'aimerais bien voir des gens comme ça au pouvoir. C'est des gens comme ça qui devraient aujourd'hui... Mais le problème, c'est que j'ai le sentiment que dès que tu as quelqu'un d'un peu de ce type-là, c'est-à-dire un peu iconoclaste ou un peu qui sort qui n'est pas du sérail, il se fait tout le temps éjecter par la machine. C'est-à-dire que tous ceux qui sont montés un peu trop haut... Parce que la population, je pense qu'elle ne veut pas voir des gens qui ont réussi au pouvoir. C'est ça le problème. Tu sais qu'ils ils nous appellent les parvenus. Tu connais ce mot-là ou pas ? Non, quand tu me dis les parvenus, tu veux dire quoi par là ? C'est un terme sociologique qui est utilisé, qui a été utilisé par certains pour qualifier les personnes qui ont atteint un bon niveau, mais qui ne sont pas issues de cette classe-là d'origine. Donc les autodidactes, par exemple, qui ont réussi à monter, on les appelle des parvenus. C'est un peu péjoratif. C'est le mot qui est utilisé, mais moi je suis très à l'aise avec ce mot, j'aime bien. Moi ça me dérange pas d'être un parvenu à quelque chose, moi ça me dérange pas. Moi non plus. Parce qu'il y a des gens qui ne parviennent à rien parce qu'ils sont déjà nés au bon endroit. Donc ils n'ont pas de mérite particulier. Donc moi je suis très à l'aise quand on me dit tu es une parvenue, je dis oui, je suis parvenue à quelque chose. C'est bien déjà. À la force du poignet. Bien sûr. Et du courage aussi. Bien sûr, c'est très important. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, ça serait des gens comme ça aujourd'hui qui devraient peut-être être à la tête de ministères ou qui devraient être à la tête du pays parce qu'ils ont cette expérience. Sauf que je pense que malheureusement, aujourd'hui, en France, quand tu as des gens aujourd'hui qui réussissent, qui ont des vraies réussites économiques, on a tendance à pas vouloir les suivre parce qu'on les jalouse et parce qu'on a une manière de penser sur eux qui est négative. Et c'est dommage. Forcément, il a réussi, donc c'est douteux. Exactement. Ça a toujours un côté un peu douteux. Il y a toujours ce côté douteux. Et c'est dommage parce que si on les valorisait, je pense qu'ils pourraient certainement prendre des responsabilités et donner des idées au gouvernement qui nous permettrait certainement de pouvoir redynamiser... La problématique, c'est que tu as une reproduction des élites, donc il y a certaines personnes qui sont autorisées à prendre des responsabilités. Bien sûr. Parce que ce système s'auto-entretient. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, entre elles, se cooptent en permanence, qui sont issues des mêmes écoles, des mêmes réseaux, etc. C'est des gens qui n'ont pas forcément créé ni d'entreprise ni quoi que ce soit, mais c'est un microcosme. C'est des gens qui sortent souvent des grandes écoles. C'est de l'entre-soi, etc. Exactement. Et en fait, dès lors que toi, tu arrives un petit peu, tu bouscules l'ordre établi, forcément, tu déranges. Ça plaît pas. Et les Bernard Tapie, c'est pour ça qu'ils se sont fait dégommer par la machine. C'est parce qu'ils dérangeaient, parce qu'ils n'étaient pas du sérail. C'est un peu le problème en France. Et moi, je pense qu'il faudrait des gens un peu qui cassent les codes de tout ce qu'on a pu connaître ces dernières années pour essayer de redonner un nouvel élan au pays. Moi, je parle au côté économique. Je reste vraiment dans le côté entrepreneurial, économie. Je pense que si on n'a pas un allègement des charges, si on n'a pas un allègement des impôts, si on ne redonne pas un regain d'intérêt aux investisseurs à investir, si on ne leur donne pas l'envie de pouvoir essayer de consommer, on a des gens qui vont partir. On a des gens aujourd'hui qui vont... ça a déjà commencé, ça va continuer. Dubaï, c'est devenu... il y a Dubaï, il y a différents pays. De gravité. Exactement. Il y a différents pays, il y a Dubaï, il y a l'Italie, il y a le Luxembourg. Aujourd'hui, tu peux entreprendre dans différents pays en ayant une fiscalité un peu plus intéressante. Et c'est dommage, parce que la France, ça reste un des plus beaux pays au monde. Paris reste une des plus belles villes du monde. Ses monuments, sa culture, sa cuisine, c'est très important. Je trouve que Paris, culturellement, c'est extraordinaire. Et nous, d'ailleurs, sur notre clientèle assez prestigieuse sur l'immobilier haut de gamme, les touristes sont friands de Paris. L'immobilier de luxe n'est pas énormément touché par la crise. On a énormément d'acheteurs, des gens des Émirats, des gens des États-Unis. On a toujours eu de la demande sur l'immobilier de luxe. Ça a connu une petite baisse après Covid, au moment où on a eu la crise, mais on a toujours eu la demande. Et même des investisseurs étrangers. On a toujours eu une demande importante sur l'immobilier de prestige avec la clientèle étrangère. Maintenant, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait ce regain. Et ce regain, il passe par des gens qui savent entreprendre au pouvoir, des gens qui ont ce côté entrepreneurial, qui ont vécu des grosses success stories, des licornes, des gens qui ont cette expérience professionnelle qui, à mon avis,
peut donner une nouvelle impulsion au pays. Et si on n'a pas ce genre d'individus, à mon avis, proches du pouvoir, qui proposent des solutions alternatives pour redonner l'intérêt à des jeunes à procréer, on ne va pas avancer. Là, il faut qu'on avance. Moi, j'ai qu'envie d'entreprendre. J'ai faim d'idées, j'ai faim d'énergie de vouloir me développer. Mais il faut qu'on nous donne les outils pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir évoluer. Si on ne nous donne pas les outils pour évoluer et s'enrichir et créer, au bout d'un moment, tu perds espoir. Donc, c'est dommage. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait cette nouvelle impulsion. Et j'espère qu'en tout cas, pour les nouvelles élections, on va avoir une possibilité qu'il y ait des gens qui ont des gros success stories entrepreneuriales et qui ont cet esprit d'expérience économique. Exactement. Et qui servent d'exemple. Qui rentrent éventuellement dans des partis pour donner de l'impulsion. Il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait un regain. On est trop en retard. On perd des indices, on est en retard. La France, elle donne moins envie qu'avant. Il faut qu'il y ait ce regain d'intérêt. Et ce regain d'intérêt, il passe par innover, il passe par une nouvelle impulsion, il passe par une baisse de la fiscalité pour les investisseurs, redonner envie aux gens de consommer. Que ce soit dans l'immobilier ou dans différents domaines. Il faut qu'il y ait une pulsion qui soit installée. Et s'il n'y a pas cette impulsion, on va avoir de plus en plus de gens qui vont partir. Ça va continuer à décliner. Exactement. Est-ce que tu as un mantra, une philosophie qui te guide au quotidien ? Non, pas spécialement. Pas spécialement ? Non. T'as pas une... J'ai pas de mantra ou de philosophie. La petite phrase là qu'on se répète de temps en temps. Moi, je dis toujours un truc. Tout arrive à celui qui sait attendre. Ah voilà. Toi, t'es plutôt dans la patience. Dans la patience. Ça veut dire, j'ai toujours dit, des fois, j'ai des négociateurs qui ont tendance, oh là là, au bout d'1 mois, 2 mois, j'ai pas fait d'affaires, ils commencent à paniquer et compagnie. Et moi, j'ai toujours un principe simple. Dans la vie, tout arrive à celui qui sait attendre. Alors, il faut se donner les moyens pour attendre. Mais si on se donne les moyens, et si on est patient dans la vie, il y a des gens qui réussissent très vite. Il y a des gens qui tout de suite réalisent des transactions. Il y en a qui mettent 1 an. Mais ce qu'il faut, c'est avoir cette patience. Il faut attendre et moi, au début, je n'étais pas du tout patient. Soit mûr, quoi. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je commence à comprendre que pour évoluer dans la vie, il y a des moments où il ne faut pas être patient, mais il y a des moments où si tu arrives à avoir cette patience qui t'anime, t'es récompensé. Ouais. Donc vraiment, c'est une phrase que j'aime beaucoup, que je dis souvent à mes commerciaux, que quand je les sens dans un esprit de panique, dans un esprit où ça n'a pas tout de suite performé, je leur dis, mais faut des fois se laisser le temps, parce que dans la vie, de toutes les façons, tout arrive à celui qui sait attendre. Donc c'est vraiment une phrase qui est très représentative de ce que je pense. Comment tu vois ton réseau d'agences immobilières dans 5 à 10 ans ? Je le vois sans agence. Parce qu'aujourd'hui, le milieu de l'immobilier il est en train de se digitaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, les boutiques pignon sur rue ne seront plus représentatifs au sein de notre réseau. Donc, si tu me demandes mon avis, je le vois avec 0 agence. Zéro physique ? Avec éventuellement un pôle directement start-upper sur une zone d'exploitation, sur un plateau, et avec une full digitalisation. Avant, on sera full digital, avec un système où on fonctionnera qu'avec les réseaux sociaux, qu'avec des visites virtuelles. Honnêtement, je pense que le côté aujourd'hui agence immobilière traditionnelle qu'on a pu connaître auparavant, pignon sur rue, ce modèle il est amené à disparaître. Voilà, full digital. Full digital. Je pense que d'ici 5 ans, malheureusement, ou je sais pas, moi je dirais plutôt heureusement, parce que ça sera quelque chose qui va nous permettre de changer complètement notre méthode. Mais c'est à ce qu'on arrive là dans les prochaines années, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Je pense qu'on sera vraiment sans point de vente physique, mais full digital, tout simplement. Bon, écoute, on arrive vers la fin. Tu veux pas qu'on continue ? C'est pas encore un petit peu de temps, mais en tout cas, je suis ravi. Est-ce que, pour conclure, est-ce que tu aurais un rêve un peu fou que tu aimerais réaliser ? Un rêve un peu fou que j'aimerais réaliser, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Aller sur la Lune. Ah ouais, tu ferais bien partie du voyage. Non, mais quand je te dis aller sur la Lune, c'est essayer de monter le plus haut possible. Ouais, on a toujours cet esprit entrepreneurial, mais quand je te dis aller sur la Lune, c'est une forme de phrase ou pas forcément aller sur la Lune, mais voilà, mais aller au-delà. D'aller au-delà de mes espérances. Ouais, voilà. Donc, pas de limite. Pas de limite.
Donc essayer d'aller le plus haut possible et de pouvoir réaliser tout ce qu'on a comme rêve en tête, que ce soit sur la branche des agences, de pouvoir se développer et s'émanciper un peu partout, et d'avoir peut-être une marque qui est reconnue à l'international. Ouais. Et sur la branche Invest, hôtellerie, de pouvoir avoir la possibilité un jour de pouvoir ouvrir des établissements à plus grande ampleur et se laisser l'opportunité de pouvoir créer vraiment quelque chose dont nous-mêmes on rêve tout simplement. Bah écoute, c'est très inspirant. Merci Mickaël pour Merci cet beaucoup échange. J'étais ravie de te rencontrer. C'était un plaisir en tout cas de te Et rencontrer, en Sonia. tout cas, tu as une très belle vision de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Mes chers followers, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Continuez. Et si vous voulez plus de conseils immobiliers, on va pouvoir renforcer les conseils en investissement. Je pense qu'en 2026, on n'a plus le temps. Il faut vraiment, vraiment commencer à investir sérieusement. Bien sûr. Je pense qu'il faut, sur fin 2025-2026, je pense qu'il faut vraiment se lancer dans l'acquisition, que c'est la bonne période pour trouver des biens à des prix qui restent cohérents et éventuellement faire des belles affaires sur le marché. Ouais, c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et merci beaucoup de m'avoir reçu. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut.